Destins extraordinaires, Céline Dion, raconté par Omblin Roche. On dit souvent qu'on ne trompe pas le public, et le public ne s'y trompe pas. Depuis 4 décennies, Céline Dion s'offre avec une sincérité désarmante, sans filtre ni artifice. On connaît la voix d'or, l'interprète habité, la professionnelle. Et derrière les paillettes, quand les projecteurs s'éteignent, il y a la fille, la sœur, la mère, la femme, celle qui a traversé les drames. Dans la tempête, jamais elle ne vacille. Là où d'autres ont sombré, Céline Dion a su éviter les pièges du show business. Son secret, c'est un socle en béton armé. Sa famille, son clan et l'ombre protectrice de son mari, René Angéline. Pour comprendre le destin extraordinaire de Céline Dion, il faut revenir à l'essentiel. L'amour, d'abord. Cet amour qui l'a mené des petites scènes du Québec au sommet de Las Vegas jusqu'à cette nuit magique de 2024 sous le ciel de Paris. Épisode 1 de Charlemagne à Paris. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. Moi, je crois beaucoup au destin. Je crois qu'on a un chemin de tracé, puis je pense qu'il faut suivre le cours d'eau. Il faut pas essayer... il faut se battre dans la vie, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai comme l'impression d'être dans un bouillon d'une grosse vague, et je fais que suivre ce courant-là. Ce destin dont elle a fait sa boussole, ce plan déjà tracé, commence à s'écrire dans le petit village de Charlemagne, à 15 minutes à l'est de Montréal, au Québec. Chez les Dion, on est 14 enfants. La 14e, c'est elle, Céline. Si sa mère Thérèse et son père Adhémar n'ont pas grand-chose à leur offrir, il leur donne l'essentiel, beaucoup d'amour et de musique. Toute ma famille était musicien. Et j'ai grandi entourée de musique et de musiciens toute ma vie, donc c'est la seule chose que je connaisse, la musique. Et mes parents faisaient des tournées de spectacles dans la province du Québec avec des membres de ma famille. Et quelques années après, ils avaient un petit hôtel de campagne, un petit restaurant bar-salon. Et vers l'âge de 12 ans, non, même pas 10 ans à peu près, avec la permission de mes parents, je chantais des fois les fins de semaine. Ce modeste bar dansant, le Vieux Baril, est situé au bord d'un canal. Les Dion l'ont acheté pour 3 fois rien, en 1978, après avoir effectué de nombreuses tournées régionales dans des salles paroissiales. La musique, c'est plus qu'une passion, c'est leur oxygène. La biographe de Céline Dion, Elisabeth Reynaud. Ils étaient dans un bain total et perpétuel de musique, et n'oublions pas que maman était violoniste et que papa était accordéoniste. Donc papa jouait de l'accordéon pratiquement tous les soirs, et quant à maman, elle violonnait. D'ailleurs, elle a toujours été musicienne. Toute petite déjà, elle jouait de la guimbarde, elle jouait de l'harmonica, et puis son frère, un de ses frères à la maman, Thérèse, lui a offert toute petite un violon. Et elle a improvisé, créé. Il n'y avait pas de cours de violon dans son petit village à Charlemagne, là-bas. Elle a appris toute seule, et donc elle violonnait à tout crin, tout le temps. Et le papa, l'accordéon, tout le temps. Et tous les enfants, tous en train de chanter toutes les chansons à la mode. Ce don de la musique, c'est comme un grand cadeau que le ciel nous a fait. On a tous aimé les voix du bon Dieu quand on rend les gens heureux. Dès qu'elle touche, on entend mieux la voix du bon Dieu. Quand Céline Dion obtient la permission de chanter, des chansons d'Édith Piaf, de Ginette Renaud, les clients du Vieux Baril en redemandent. J'ai 13 frères et sœurs, puis ils ont vraiment beaucoup de talent. Je te raconte pas n'importe quoi. Ils ont beaucoup de talent, puis chacun a son style particulier. Puis moi, je suis la dernière de la famille. Alors, ils ont tous rêvé de faire ce métier-là avant moi. Ils ont tous été sur la scène avant moi, ils ont tous chanté avant moi, etc. Moi, j'arrive la 14e, ma mère se dit, enfin, la 14e, je n'étais pas vraiment supposée d'être là. Parce que je suis née 6 ans après tout le monde, ma mère voulait plus d'enfants après 13, c'est assez. Alors, je suis là, j'arrive, puis ma mère se dit, là, j'espère que celle-là va faire un métier normal,
J'espère qu'elle va être, je sais pas moi, un médecin, une secrétaire, un professeur d'école, je sais pas, mais une vie normale. Ben non, la 14e aussi, elle veut chanter. Ma mère était découragée. Puis là, j'ai commencé à dire à ma mère, maman, je veux chanter toute ma vie, c'est ça, bon. Alors ma mère vient me voir et elle me dit, je veux que tu chantes, Céline, c'est correct, mais je veux que tu le fasses professionnellement. Je suis pas plus talentueuse que les autres, là. C'est pas moi qui ai le plus de talent dans toute ma famille, mais je suis la plus chanceuse. La chance d'avoir cette voix si mûre alors qu'elle n'a que 12 ans. La chance d'avoir derrière elle tout un clan soudé, dirigé d'une main de fer par la matriarche Thérèse Dion. Thérèse en est persuadée. Le talent de Céline mérite mieux que des reprises. Il lui faut une chanson bien à elle, une chanson unique qui lui ressemble. Dès le début, vraiment, Thérèse a projeté que ce qu'elle n'avait pas fait, puisqu'elle est la première folle de chansons, tous les enfants n'ont fait que suivre maman, donc elle a projeté tout de suite de construire à son petit niveau une carrière pour sa fille. C'est comme ça qu'elle lui a écrit une nuit, quand tout le monde était couché, dans sa petite cuisine, en fumant des cigarettes à tout crin, elle lui a écrit « Ce n'était qu'un rêve ». Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Mais si bon qu'il était vrai. Comme un jour qui se lève. Ce n'était qu'un rêve. Un sourire sur les lèvres. Un sourire que j'ai gardé. Au-delà de mon rêve. Ce n'était qu'un rêve. Mon modèle, c'est ma mère. C'est la plus grande artiste que je connaisse. Elle a une âme d'artiste. C'est la meilleure cuisinière du monde. Elle est tellement forte. Dans son cœur, dans sa tête, elle a toujours des solutions. Elle a élevé 14 enfants sans... On n'a jamais eu d'argent. On n'a jamais été pauvres. On a toujours reçu ce qui avait le plus important dans une vie de quelqu'un, je trouve. Une fondation, les vraies valeurs de la vie. Puis moi, je trouve que ça n'a pas de prix. Puis c'est ça le plus important. Thérèse Dion nourrit de grandes ambitions pour sa fille Céline. Cette chanson « Ce n'était qu'un rêve », enregistrée d'abord dans la cuisine de la maison familiale, arrive sur le bureau d'un impresario qui a déjà connu la gloire, René Angélil. Alors la cassette qu'ils ont enregistrée comme ils ont pu, donc d'une façon quand même très artisanale, c'est le frère Michel qui a dit, parce que lui déjà il est passé dans des petites émissions, il a fait un orchestre, tout ça, enfin bon, il est déjà un petit peu entré dans le domaine de la chanson, et donc il supplie René de recevoir, d'écouter cette cassette, et René ne répond pas, ça ne bouge pas. Donc Michel l'appelle et lui dit « Écoute, tu l'as écouté ma cassette ?» Alors René dit « Non, écoute, j'avoue, non, je l'ai pas écouté. Moi, tu sais, les enfants chanteurs, il y en a déjà plein, ça va. On va pas faire encore un enfant chanteur, non. » Et Michel lui dit « Bah écoute-la la cassette. » Et René l'écoute et il dit « C'est pas possible. Il faut qu'elle chante devant moi et que je vois de mes yeux cette petite fille de 12 ans chanter cette chanson. Sinon, j'y crois pas. » Michel a dégoté un rendez-vous chez René Angélil, avec bien sûr Thérèse. Donc Thérèse est là, elle chapeaute tout, elle vérifie tout, à tous les niveaux. Elle emmène donc sa fille chez René. Céline va chanter devant René « Ce n'était qu'un rêve ». Et René commence à lui dire « C'est pas difficile, tu m'as tiré des larmes, je vais faire de toi la plus grande chanteuse au monde ». Malgré son jeune âge, Céline Dion pressent qu'elle a trouvé en René Angélil son Pygmalion. Elle pressent surtout que cet homme de 26 ans, son aîné, sera l'homme de sa vie. Il faut ne jamais perdre de vue que Céline voulait conquérir René.
Elle voulait pas conquérir le monde, mais après, elle a changé. Après, elle voulait conquérir le monde. Mais au début, elle est folle de ce mec. Elle est folle de lui. Et moi, je l'ai rencontré. C'est un homme qui dégage un charme extraordinaire. Un Libano-Syrien avec cette espèce de chaleur orientale, une douceur incroyable. Et j'ai compris qu'elle était vraiment, mais très, très amoureuse de lui et que Thérèse, Madame Dion, avait juré tous ses grands dieux que si René touchait un cheveu de son petit trésor, elle le tuait. Alors évidemment, quand elle a su qu'ils avaient eu quelques ébats ensemble, elle est devenue hystérique de colère. Elle a dit « Bon, je vous quitte, continuez tout seul, c'est terminé. D'ailleurs, je vais te faire un procès. » Et le lendemain, elle était avec eux comme d'habitude, sans aucun problème, évidemment. Il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Il était 4 heures du matin. J'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit « Viens prendre un café ». On s'est raconté nos vies. On a ri, on a pleuré. Oh. Toute la province du Québec devient le terrain de jeu de Céline Dion. Ses premières représentations publiques, ses premières télés avec ses premières interviews. De son côté, René Angélil délaisse ses autres activités d'impresario. Son unique priorité, c'est elle. Joueur invétéré, prêt à tous les sacrifices, il va aller jusqu'à hypothéquer sa maison pour lui offrir la carrière qu'elle mérite. Pour Céline, ce socle inébranlable, formé de sa famille et de René désormais, sera sa force et son armure. Ce qui est fou, c'est que tu étais professionnel à 13 ans, donc en fait, alors que les autres enfants de ton âge ou les adolescents de ton âge jouent entre eux, toi, tu étais sur scène, tu étais devant du public, et qu'est-ce que ça faisait? Qu'est-ce que ça te faisait dans ta tête? Ben, pour moi, ma tête, elle est toute normale, mon cœur aussi. C'est juste que j'ai pas eu une vie normale comme les jeunes filles de 12 ans ou 13 ans. Mais quand t'as jamais connu autre chose, tu peux pas comparer. J'ai jamais connu autre chose que ça. Donc, pour moi, c'est une vie normale. Mais quand je me retrouve avec une fille de mon âge, puis je commence à lui parler, je réalise que j'ai pas vécu une vie normale. Mais dans la vie, tu peux pas tout avoir. Faut que tu fasses un choix. Moi, j'ai commencé à rêver, j'avais 5 ans, je voulais devenir une chanteuse, je le suis aujourd'hui. Et je veux continuer à m'améliorer, à être une chanteuse, à faire du cinéma, bon, etc. J'ai plein de rêves. Mais c'est sûr que je peux pas non plus sortir dans les boîtes tous les soirs, prendre un verre, fumer, avoir des copains, dormir tard le soir, danser tous les soirs. Alors moi, j'ai jamais vécu une autre vie. Alors ça me manque pas. J'ai pas de remords, je me sens pas mal vis-à-vis ça. Au contraire, c'est moi qui cours après ce genre de vie-là. C'est moi qui ai voulu une vie comme ça. Pour le premier album de Céline Dion, en 1981, René Angélil fait appel au français Eddy Marnay, le parolier notamment de Claude François, d'Édith Piaf ou d'Yves Montand. C'est lui qui écrit, l'année d'après, la quasi-totalité du 2e album de Céline, Tellement j'ai d'amour. Mais pour René Angélil, être une star au Québec ne suffit pas. Il faut mettre la France, la terre promise, à ses pieds. Ici, on découvre Céline de façon presque insolite, un après-midi d'été, entre 2 dessins animés. Elle a simplement 14 ans. Céline Dion, l'amour viendra. Un jour, l'amour viendra. Et qui vivra verra. Fin août 1982, dans Croque-Vacances sur TF1 présenté par Claude Pierrard, ce sont donc les petits Français qui font pour la première fois la connaissance de cette gamine québécoise aux dents qui se croisent et à la voix de cristal. Mais le premier grand rendez-vous médiatique aura lieu quelques mois plus tard sur un plateau d'une toute autre envergure, l'émission Champs-Élysées de Michel Drucker sur Antenne 2. Alors voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience et l'intéresser davantage puisque sa première apparition dans une émission de grande écoute à la télévision. Et les Québécois, c'est la révélation au Québec depuis 1 an. Et elle a été la révélation du Midem. Elle n'est pas passée inaperçue à Cannes où a eu lieu le Midem.
Je ne veux pas vous donner son âge, je vous le dirai après, je voudrais simplement vous dire qu'elle ira très loin. D'amour et d'amitié, c'est le titre de sa chanson, signée par des auteurs-compositeurs français qui ont beaucoup de talent, Eddie Marnet, qui est dans la salle d'ailleurs, Roland Vincent, qui vit aux États-Unis, et Jean-Pierre Lang. D'amour et d'amitié, retenez bien le nom de cette jeune fille, Céline Dion. Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Lui seul peut décider qu'on se parle d'amour ou d'amitié. Moi je l'aime et je peux lui offrir ma vie, même s'il ne veut pas de ma vie. Je rêve de ses bras, oui mais je ne sais pas comment l'aimer. Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié. Et je suis comme une île en plein océan, on dirait que mon cœur est trop grand. Michel Drucker a souvent raconté qu'il avait été subjugué par sa voix lors des répétitions l'après-midi même de ce 29 janvier 1983. À l'écran, le charme opère. Et Céline Dion devient la première chanteuse canadienne à recevoir un disque d'or en France pour 500 045 tours vendus. Dès lors, Céline va multiplier les allers-retours entre la France et le Québec. Et un lien particulier va se tisser entre la jeune chanteuse québécoise et Michel Drucker. Céline Dion. Céline, en tenue estivale, une Québécoise en tenue estivale à Paris, c'est l'été chez nous, hein? En effet, c'est l'été. Alors dites-moi Céline, les magnifiques bateaux qui ont quitté Saint-Malo pour le Québec pour célébrer la découverte du Canada par Jacques Cartier il y a 450 ans sont partis sans vous? Ils sont partis sans moi, ils m'ont oublié. Vous allez y retourner tout de même? Je suis contente d'être ici, par exemple. Contente de faire votre émission, surtout. Je suis un petit peu nerveuse. Vous êtes nerveuse? Non, je suis nerveuse parce que, je dois vous dire, mon impresario est en train hier soir, il a rencontré l'impresario de Patrick Sébastien. Oui. Et on s'est rencontrés. Rien à voir avec l'impresario de Patrick Sabatier, c'est pas le même, oui. Sébastien. Oui, j'ai compris, oui. Et vous allez faire l'émission? Non, pas tout à fait. C'est que je l'ai rencontré sur l'émission. Oui. J'ai trouvé très gentil. Ah oui. Et puis, présentement, mon impresario est en train de finaliser. Présentement, je serais supposée de faire l'Olympia. J'espère. Je me croise les doigts parce que ça se peut que je fasse l'Olympia, la première partie. De Sébastien? De Patrick Sébastien. Eh ben, écoutez, c'est un beau cadeau parce à que Sébastien... pendant un mois. Vous imaginez pas la popularité qu'a Sébastien chez nous en ce moment. J'espère, en tout cas, de la faire. Ça ferait ben. une tournée, en tout cas, je l'espère. Sur le papier, l'idée est séduisante. Mais sur scène, le courant passe mal. L'Olympia, puis la tournée révèlent un véritable fossé entre les deux univers artistiques de Céline Dion et de l'humoriste Patrick Sébastien. La route vers la gloire en France s'avère finalement plus sinueuse que ne l'espérait son mentor René Angélil. Mais en France, c'est pas facile, hein. Ça se passe pas très très bien, il n'y a pas beaucoup de succès, ça accroche pas beaucoup, et ça va mettre très longtemps avant que le vrai succès démarre en France. Et elle va être entendue quand même déjà, à l'époque, par Jean-Jacques Goldman. Au tout début, quand elle a 13-14 ans. Ensuite, évidemment, René, qui a toujours des projets pharaoniques, a décidé que c'était bien gentil, les pays de langue française, mais non. Lui, ce qu'il veut, c'est les pays de langue anglaise. Donc d'abord, les États-Unis. Et évidemment, il va dire à Céline, déjà, avant tout, il faut que tu parles anglais, fluently. En secret, un puissant désir pour René brûle en elle. Et pendant qu'il se bat corps et âme pour lui offrir le monde, Céline ne se doute pas de l'orage qui gronde. La vie personnelle de René Angélil est en train de s'effondrer. Sa femme demande le divorce et il engage un bras de fer pour ne pas perdre la garde de ses enfants. Il doit prendre ses distances avec Céline. Et si l'absence de son protecteur la désespère, la chanteuse y puise la force de se transformer. Elle s'éclipse du regard du public, le temps d'une métamorphose radicale.
Céline Dion prend des cours de danse, subit une opération pour remettre ses dents en place et porte un appareil dentaire monstrueux. L'enjeu est autant professionnel que sentimental. Pas le choix. René doit voir en elle une femme désormais, et non plus une jeune fille. Et s'il veut qu'elle s'empare des États-Unis, alors oui, elle va vraiment se donner les moyens de maîtriser l'anglais. Je me rappelle quand j'avais 14 ans, je chantais en anglais. Puis je comprenais rien de ce que je chantais. Bon, j'avais l'habitude d'entendre la radio des chansons en anglais, à la télé de temps en temps en anglais. Quand on allait à Montréal, bon, pratiquement tout le monde parlait en anglais. Parce que les gens pensent qu'on vient au monde, au Québec, avec 2 bras, 2 jambes puis 2 langues. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je dirais, dans la province du Québec, il y a 50% des gens qui parlent les 2 langues, puis l'autre 50%, en gros, là, uniquement français. Moi, je suis née dans l'autre 50 qui est uniquement francophone. Donc, il y a 7 ans, je suis allée à l'école pour prendre des cours d'anglais, pour parler anglais, parce que je voulais avoir une carrière internationale. Et pour moi, avoir une carrière internationale, il faut mettre toutes les chances de son côté. Je suis une fille super heureuse, mais je suis une fille très disciplinée aussi. Alors c'est peut-être pour ça, de temps en temps, ça paraît peut-être un peu bizarre de la façon que je parle. C'est très carré, très strict, très dur, mais c'est parce que je suis une fille très disciplinée. Je prends rien à la légère. Quand je prends quelque chose, quand je fais quelque chose, je veux mettre le 100%, tout le temps. À force de travail et d'abnégation, la France va bien finir par arrêter de résister. Ce qui est quand même bizarre, c'est que grâce au succès américain, c'est là que ça commence à marcher pour moi en France. Alors ça, c'est quand même bizarre. Bon, ça a marché à 14 ans, puis après ça, de temps en temps, un petit haut, un petit bas, un petit haut, mais pas plus, pas assez pour venir faire des shows. Là, j'ai du succès aux États-Unis. Puis là, je fais 3 soirs à l'Olympia, c'est complet. Le couronnement de cette première ère arrive en 1988. À Dublin, en Irlande, lors du concours de l'Eurovision de la chanson, Céline Dion représente la Suisse. Alors moi, ça a été vraiment une surprise quand ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit... Parce que j'avais été en Suisse et j'avais rencontré des gens, entre autres Peter Keller, qui qui était associé avec mon gérant. On dit impresario ici, je pense, en tout cas. Et il me dit, bon, il y a l'Eurovision, c'est le plus grand concours en Europe. On aimerait ça que Céline représente la Suisse. Alors moi, je dis, si tu veux que je représente la Suisse, je suis canadienne, je connais pas l'Eurovision du tout. Qu'est-ce que les gens en Suisse vont penser? Je comprends pas. Alors, il me présente une chanson, puis il me dit, tu devrais chanter. Je dis, ben ouais, écoute, si tu veux que je représente la Suisse, c'est un grand honneur. Bien sûr. Je vais y aller, certain. Alors, il me donne la chanson « Ne partez pas sans moi » que j'aime beaucoup. Je vais y aller. Let's do it. Moi, je m'en vais en Suisse. Je chante la chanson, je me rends en finale. Ben, coudonc, je suis bien impressionnée de ça. Je m'en vais en finale. Je gagne l'Eurovision. J'ai été la première personne à être la plus surprise de toutes. OK? Je gagne l'Eurovision, je sais pas ce qui arrive. C'est le plus grand concours en Europe. Moi, je suis québécoise. Je gagne pour la Suisse. Là, il fallait que j'explique ça au monde. Alors, je sais pas pourquoi ils sont venus me chercher, mais ça me fait plaisir qu'ils viennent me chercher chez nous pour représenter un peuple, un pays. Mais moi, je suis allée, j'ai donné tout ce que j'ai pu. J'ai gagné, je suis bien contente, tant mieux, ça a été une super belle expérience. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre. Le bleu de l'infini, la joie d'être libre. Sur des rayons, sur des soleils, sur des chansons, sur des merveilles et dans un ciel d'amour. Le bleu de l'infini, la joie d'être libre. Vous qui cherchez une autre vie, vous qui volez vers l'ennemi, ne partez pas sans moi. L'Eurovision, c'est le moment où Céline Dion cesse d'être une enfant. Elle porte une veste blanche avec épaulettes et une robe tutu. Les cheveux bouclés, coupés au carré. Elle est solaire et magnétique. 600 millions de téléspectateurs la regardent. Cette victoire lui donne une légitimité européenne totale.
La petite fille de Charlemagne est devenue une femme. La conquête du monde peut enfin commencer. Céline Dion a désormais la France à ses pieds et l'Europe en ligne de mire. Mais elle ignore encore qu'un homme, caché dans l'ombre du succès français, s'apprête à écrire pour elle les plus belles pages de sa vie. Cet homme, c'est Jean-Jacques Goldman. Retrouvez tous les épisodes des podcasts Destins extraordinaires consacrés à Céline Dion sur toutes vos plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1. Destins extraordinaires, Céline Dion, raconté par Omblin Roche. Épisode 2, Pour que tu m'aimes encore. 30 avril 1988. Céline Dion, 20 ans, remporte l'Eurovision pour la Suisse. Sa prestation est mémorable et marque l'histoire du concours. Pas uniquement parce qu'elle n'a devancé le Royaume-Uni que d'un seul point. Céline vient de s'offrir l'Europe, le premier acte d'une conquête qui la propulsera jusqu'au firmament. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre. Suisse, c'est moi. This is Céline Dion, as you may remember, a wonderful chanteuse. Céline, vous êtes canadienne, mais quand même vous avez un peu gagné pour la Suisse. Comment avez-vous senti ce concours aujourd'hui? Ça a été très chaud. Ça a été très chaud ce concours, puis ça m'a énervé beaucoup. J'étais très nerveuse. J'ai fait de mon mieux, puis je suis la fille la plus heureuse sur la Terre en ce moment. C'est également un nouveau chapitre qui s'ouvre dans l'histoire entre Céline Dion et son manager, son Pygmalion, René Angélil. L'histoire d'un amour désormais partagé, mais encore et toujours profondément secret. René ne parle que carrière, album, tournée. Et évidemment, il a obstinément le même plan en tête, faire de Céline une star internationale. En 1991, elle intègre l'aventure Starmania, l'opéra rock créé par le Français Michel Berger et le Québécois Luc Plamondon. Plus précisément, elle intègre le casting de la version américaine de la comédie musicale, baptisée Tycoon. Quand Michel Berger et son équipe la reçoivent en studio, à Paris, pour enregistrer notamment sa version de la chanson Ziggy, ils assistent à leur tour à la naissance d'une diva. Céline impressionne par sa technicité et par sa simplicité. Ziggy, I call him Ziggy. I'm so hot for him. He's not at all like all the rest, but he's held out and he's the best. Even if I know he would never go with me. Ziggy, they call him Ziggy. I'm so hot for him. Cette collaboration avec Michel Berger et Luc Plamondon intervient au moment où Céline Dion est en pleine transformation. Elle n'a plus le look d'une jeune fille, mais celui d'une femme. Sa voix se fait plus profonde et subtile. Et puis Céline prouve qu'en plus d'être une chanteuse, elle est une interprète hors pair. 4 a.m. he's here by my side, talking, laughing and making friends, making fun of me too. He can do whatever he wants. I don't mind, but he pretends not to see what I go through. Quand je suis en studio puis que j'enregistre ma chanson, j'essaie vraiment d'entrer dans mon personnage. J'essaie de vivre ce personnage-là et de le créer. La chanson Ziggy est un succès en France et atteint même la 2e place du top 50 à la fin de l'année 1993. Céline Dion est en train d'écrire sa légende. Des disques d'or, ça fait plaisir. Des nominations, ça fait plaisir. Des trophées, des prix, ça fait très plaisir. Mais que je vende 2 disques ou 2 millions, pour moi, c'est la même chose. Je suis jeune, je crois en ce que je fais, je crois en moi. Et je crois beaucoup en l'équipe qui m'entoure aussi. L'album Des mots qui sonnent sort dans la foulée. Il est double disque de platine en France, c'est-à-dire vendu à 600 000 exemplaires. Il va s'écouler à plus de 2 millions de copies dans le monde. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute.
existe encore. En coulisses, une autre partition se joue, beaucoup plus intime. Depuis des années, Céline et René s'aiment à l'abri des regards et des indiscrétions, à l'abri du scandale. Le public le soupçonne, mais personne ne sait. Comment vous allez faire pour savoir qu'un homme vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites? Parce que je pense de l'avoir déjà trouvé. C'est un secret que j'ai hâte de délivrer. Vous avez du mal à vivre avec ce secret. Oui. Vous aimeriez ça que ce soit connu de tout le monde. Voulez-vous nous le dire? Non. Il y a une contradiction, là. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Prochaine interview, peut-être. C'est un rendez-vous? J'aimerais ça. Et là, vous allez nous dire la vérité? Toute la vérité, rien que la vérité? Oh! Eh, Seigneur, hein? C'est si dur, le show business. Sûrement. Vous allez être capable de l'assumer à ce moment-là. Tu sais, quand t'es en amour, t'as hâte de le crier sur tous les toits des maisons. C'est dur à garder tout ça. Mais pourquoi il faut le garder, le secret? Pas pour la carrière. Oui. Oui, seulement pour la carrière. 'Cause I'm your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can, even though there may be times. Cet amour interdit, ce secret, René Angélil craint que cela brise la carrière de Céline Dion. Il redoute les commentaires, mais elle n'en a que faire. Céline a 25 ans, elle est en pleine gloire, elle est une femme libre. Le voile est officiellement levé un soir de novembre 1993, lors du lancement de l'album The Color of My Love. Dans le livret du disque, Céline insère une petite note. « René, tu es la couleur de mon amour ». C'est elle qui officialise leur relation devant le monde entier. Et cette vérité libère sa voix. La plus belle chose de ma vie, c'est René. Parce que je l'aime et pour moi, je vous ai dit tout à l'heure que l'amour, c'était ça qui est le plus important. Parce que ça fait que je bâtis tout autour de ça. Alors si je veux être franche avec les gens, si je veux être sincère, si je veux que notre relation dure, ben il faut que j'affronte ça. Puis s'ils m'aiment, s'ils veulent que je sois heureuse, ils vont accepter mon bonheur, ils vont accepter mon choix. S'ils l'acceptent pas, c'est parce que notre amitié n'est pas vraie. Céline n'est plus la protégée de René, elle est sa femme. Et elle est prête pour la rencontre qui va tout changer. La biographe de Céline Dion, Elisabeth Reynaud. Il y a cette rencontre absolument miraculeuse, magique, fantastique, mythologique, tout ce que vous voulez. C'est la rencontre, évidemment, de Jean-Jacques Goldman, qui ayant beaucoup travaillé sur la vie de Céline et de René, leur a écrit un magnifique album. Et il leur propose de venir dans un petit studio du côté de l'opéra. Il arrive avec sa guitare, les deux arrivent comme deux petits pigeons amoureux, ils s'assoient et ils écoutent la chanson « Pour que tu m'aimes encore », qui devient immédiatement pour eux, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur âme, dans tout, leur hymne à l'amour. Je l'ai rencontrée par la radio, c'était en tant qu'auditeur d'abord, et je me suis dit, cette fille-là chante différemment des autres. C'est pas le même calibre des autres bonnes chanteuses. C'est une très très grande chanteuse francophone. Et comme je suis un garçon, et si j'avais des chansons à écrire pour une fille, j'aimerais écrire pour cette fille-là en particulier. J'ai aussi beaucoup de plaisir à écrire pour Patricia Cass, mais j'étais un peu fasciné par cette voix plus lisse. Et quand j'étais en position, c'est-à-dire j'ai eu le temps et que j'ai eu la notoriété suffisante pour pouvoir obtenir un rendez-vous, j'ai demandé donc à sa maison de disques de m'avoir un rendez-vous avec elle. On a déjeuné, son mari, elle et moi, et je lui ai dit voilà, je m'appelle Jean-Jacques Goldman, je fais des chansons et j'aimerais vous faire un album. Je vais chercher ton âme, comme les fois dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Fais pas commencer à tirer, à toucher.
pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non, non, non. Dans l'intimité d'un petit studio parisien, ils ne sont que 5 à se retrouver au milieu de l'automne 1994. Céline et René, leur ingénieur du son, Jean-Jacques Goldman, ainsi que son ami et arrangeur Eric Benzi. Ensemble, et avec peu de moyens, ils construisent l'album 2 qui fera date. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique. Je dirai sans remords que tu m'aimes encore. Est-ce qu'il y a une chanson sur cet album, ou dans toutes les chansons que Jean-Jacques a écrites pour toi, est-ce qu'il y a une chanson que tu préfères vraiment? Non. Je les aime vraiment toutes parce que je choisis rien à la légère. C'est-à-dire qu'une chanson m'apporte quelque chose avant que j'apporte quelque chose à la chanson. Alors, toutes les chansons que j'ai choisies, c'est parce que je les aimais vraiment. Tous ont conscience de vivre un moment intense, dans une parfaite communion. À l'écoute de chaque prise, Céline et René pleurent et se prennent dans les bras. Elle confiera dans son autobiographie « 2, au fond, c'est notre histoire, à René et à moi ». Céline va porter dans le monde entier cet album qui va se vendre à 12 millions d'exemplaires en français, ce qui n'est jamais arrivé de vendre un album en français de cette façon-là. Et le lien, enfin la fusion, j'allais presque dire, entre Goldman et Céline va être totale. C'est une fusion artistique extraordinaire. Et moi, j'appelle ça une histoire d'amour artistique. Jean-Jacques Goldman a une idée très précise de ce qu'il attend de Céline Dion. Goldman va lui demander de déchanter, le fameux mot que tout le monde a entendu. Il faut que tu déchantes, lui a-t-il dit. Ne force pas ta voix, ne la force pas. Laisse ton chant s'épanouir. Céline est habituée à être toujours dans la performance. Jean-Jacques Goldman veut lui faire oublier ses réflexes de chanteuse américaine, qu'elle utilise moins de puissance. Il faut qu'elle chante comme si elle tenait un bébé dans ses bras. C'est la chanson, je pense, la plus personnelle. Enfin, je ne sais pas, ça a toujours été une chanson particulière dans l'album qu'on a enregistré live. Moi, je trouve que quand t'écoutes cette chanson, c'est comme ça te laisse un peu très sensible. Ça te laisse très sensible, très vide en même temps. C'est comme t'as pas envie de parler d'autre chose, t'as pas envie d'écouter d'autre chose. Je pense que c'est... Oui, peut-être que c'est difficile d'enchaîner avec une autre chanson. T'as pas envie d'entendre, t'as pas envie d'entendre après. L'album 2, pour moi, c'est mon meilleur album que j'ai jamais fait. Et je pense que on a prouvé quelque chose. On a fait, si je peux me permettre, sans prétention, on a fait quelque chose de beau. Quand c'est bon, c'est Goldman, l'autre. C'est sûr. Sans prétention, mais avec beaucoup de fierté. Et pour moi, c'est l'album de ma vie. On va pas essayer d'en faire un meilleur. On va pas essayer de faire quelque chose de différent. Je vais essayer de poursuivre ma carrière, tant et aussi longtemps que j'en aurai envie. Et peut-être faire autre chose, réaliser d'autres rêves, avoir des enfants, faire du cinéma, etc. Je vous en reparlerai un jour, mais je force pas les choses. J'essaie pas de faire quelque chose, là. Jean-Jacques, quand t'as entendu pour la première fois à la radio l'une des chansons de Céline Dion sur ce dernier album écrite par toi, quelle est ta réaction? Bon, c'est un peu comme quand t'entends une chanson de toi, quoi. D'abord, on les connaît tellement bien parce qu'on a bossé dessus pendant des jours et des jours, des heures et des heures. On les a mixés 100 fois. Donc, oui, ça permet d'avoir un peu de distance par rapport à elle, et puis de la voir dans un contexte. C'est-à-dire avant, t'as, je ne sais pas,
une chanson de Sting, après t'as une chanson de Cabrel, tu vois, de voir comment elle s'intègre, comment elle sonne, tout ça. Donc c'est un peu critique. Pour l'instant, je suis pas assez détaché des chansons, parce que c'est encore assez récent pour juger autrement que quand j'écoutais les cassettes de maquettes chez moi. Face à ce succès sans précédent en France et dans tous les pays francophones, il est décidé de lancer le disque à l'échelle mondiale. 2, rebaptisé The French Album, est publié dans toute l'Europe, au Japon et aux États-Unis où il est invité à chanter dans la matinale la plus regardée du pays, Good Morning America. Enfin, Céline Dion, à guichet fermé ce soir à Bercy, la Québécoise bat des records de vente. Ce fut l'artiste la plus diffusée l'an passé par les radios françaises grâce à une chanson de Jean-Jacques Goldman, Pour que tu m'aimes encore. Un tube qu'elle chantera bien sûr ce soir à Bercy. On écoute Céline Dion devant Laurent Delpech. Je m'attends jamais à rien parce que j'ai toujours peur d'être déçue. Alors quand je suis venue en France la première fois et j'ai fait une tournée, J'étais vraiment émue de l'accueil des gens, puis je suis contente, quoi. Je suis contente de voir que les gens aiment les chansons que Jean-Jacques Goldman m'a écrites, et puis j'en profite sur scène, je m'amuse comme une folle, et puis les gens ont l'air à participer au spectacle et à aimer ça, alors tant mieux. D'être sur la scène, c'est le plus beau cadeau du show business. Et la seule chose à laquelle je pense quand je suis sur scène, c'est pas est-ce que c'est facile, est-ce que c'est plus facile. Il y a rien de facile, j'ai toujours le trac, je suis toujours nerveuse. Mais c'est toujours une sensation extraordinaire parce que c'est un beau cadeau de voir les gens qui chantent avec toi toutes tes chansons. Et l'idée principale avec mon équipe et le public, c'est d'avoir du plaisir, de s'amuser comme des fous. Elle chante l'amour tout le temps. L'amour en chagrin, l'amour en extase, en bonheur, en magnificence. Ce sont des choses qui vont chercher nos fibres les plus secrètes. Et elle va les chercher où qu'elles soient. Alors vole pour sa petite nièce à qui elle dit maintenant envole-toi puisqu'on ne peut pas te guérir, puisque tu te souffres tant, eh bien va-t'en, pars. Et puis quand elle dit à son père, je voudrais encore pouvoir te parler à mon père, quel rêve, quel bonheur. C'est tellement nous, c'est nous, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux en nous. Et elle touche à ça. Alors comme elle touche à ce qu'on a de plus précieux, comment ne pas l'adorer ? Le succès de sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman va bien au-delà de nos frontières. C'est un succès planétaire. Après avoir fait tomber tous les records avec cet album 2, chanté en français, qu'elle a défendu sur toutes les scènes du monde, Céline Dion retourne en studio pour enregistrer cette fois un disque tout en anglais. Dans Europe Soir, nous accueillons Céline Dion. Bonsoir Céline Dion. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous sortez d'ici 2 semaines en France un nouveau disque qui s'intitule Falling Into You. On va parler de ce disque. Simplement une chose qui peut un peu nous interpeller. Falling Into You, c'est un titre anglais pour un disque en anglais. Alors on sait que les Québécois sont très militants de la langue française. Rassurez-nous tout de même, vous êtes vous-même encore attaché à la langue française ? Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Bon. Je pense pas que les gens doutent de ça. J'ai toujours eu ma carrière francophone, que j'ai toujours enregistré en français toute ma vie. Et je pense que j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir avoir une double carrière. Et je pense je peux pas dire pratiquement la seule, mais il y en a quand même pas énormément qui ont la chance de faire une double carrière comme ça, français et en anglais. Mais soyez sans crainte. Bon. Je chante en français et j'ai l'intention de chanter en français toute ma vie. Au point de faire, d'ailleurs, c'est intéressant dans ce disque, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman a été traduite. Ça veut dire que vous y tenez manifestement beaucoup et comme si Goldman était un peu une sorte de porte-bonheur pour votre... Écoutez, on a eu beaucoup de chance, je pense, un et l'autre, de travailler ensemble. Il y a 3 de ces chansons sur l'album 2 qui ont été adaptées sur le disque en anglais. Parce que c'est des chansons magnifiques. Comment on s'y prend pour traduire une chanson comme ça ? Je sais pas, parce que c'est pas moi qui a fait le boulot, mais il y a Phil J'imagine que Goldman doit être très attentif, d'ailleurs. Absolument, bien sûr. Je pense que et j'avais vraiment envie qu'il soit là aussi. Il y a Phil Goldstone qui a fait des adaptations sur Vol, Pour que tu m'aimes encore et je sais pas, qu'on a eu envie de mettre sur l'album en anglais. Et Jean-Jacques était présent en studio. On a eu, je pense qu'il est très content parce que je pense que c'est quand même, ça lui a fait plaisir, quoi. Par rapport à ses disques anglophones précédents, l'album Falling Into You est plus ambitieux à tous les niveaux, artistiquement, vocalement et commercialement. Plus audacieux aussi dans le choix des chansons.
Pour It's All Coming Back to Me Now, avec son interprétation théâtrale et chargée d'émotions, Céline Dion signe l'une des chansons les plus importantes de sa carrière. C'est une chanson de Jim Steinman. Pour moi, c'est une grande chanson. Un grand producteur aussi, Jim Steinman. Mais une grande chanson pour moi, It's All Coming Back to Me, c'est Gone with the Wind. C'est Autant en emporte le vent. C'est très visuel, c'est comme un film. Il est en train d'écrire en ce moment le scénario pour faire le vidéo. Et je visualise très bien en ce moment le décor sur scène, que je ne vais pas vous dévoiler, bien sûr, mais que je pense qu'il y a beaucoup de chanteuses qui auraient aimé chanter cette chanson. L'album Falling Into You, sorti en 1996, se vend à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Ce 16e album de Céline Dion symbolise un nouveau tournant majeur dans sa carrière internationale. Mais au-delà de ça, la chanteuse affine le contour de son personnage. Maintenant qu'elle est en pleine maîtrise de sa voix, de sa puissance, de son élasticité, elle travaille son attitude, et notamment sur scène ou dans des émissions télé, avec plus de tics ou de mouvements parfois loufoques. Elle se rapproche aussi de son public et se montre de plus en plus attachante. Le vent tourne en cette fin de millénaire. Céline Dion gagne son indépendance. Elle prend part aux décisions artistiques. Son immense popularité lui donne désormais le pouvoir de décider. En 1999, Céline Dion n'a de compte à rendre à personne. Elle annonce qu'elle fait une pause. Destins extraordinaires, Céline Dion, raconté par Omblin Roche. Épisode 3, Viva Las Vegas. À l'aube du nouveau millénaire, Céline Dion est bien plus qu'une star. Elle est devenue un monument. La chanson du film Titanic l'a propulsée sur le toit du monde. Pendant les 2 années qui viennent de s'écouler, elle a vendu 60 millions d'albums, auxquels il faut ajouter les 25 millions de singles pour My Heart Will Go On. Imaginez, un disque de Céline vendu chaque seconde dans le monde. À Paris, en juin 1999, quasiment 1 an jour pour jour après le Sacre des Bleus, elle remplit 2 soirs de suite le Stade de France. Rendez-vous dans un autre monde, dans une autre vie. Je sens une silence, et tombé pour celle-ci. Rire aujourd'hui. Malgré ce succès phénoménal et cet engouement mondial, la chanteuse québécoise garde la tête froide. Elle a toujours su prendre du recul et ne s'est jamais laissée emporter par le tourbillon. J'ai les pieds beaucoup plus lourds que la tête, quoi. Donc, j'ai des pesées au bout de mes orteils qui me tiennent au sol. Je pense que c'est dû au fait que de la façon que j'ai grandi. La façon que j'ai tout l'amour que j'ai reçu de mes frères, mes sœurs, mes parents, les vraies valeurs, quoi. Je pense que ça, c'est bien important. C'est la base de tout. Quand t'as une bonne base, quand t'as une bonne fondation de maison, quand t'as une bonne base, tu peux mettre 15 étages. Ça va tenir le coup. Si t'as pas une bonne base, puis que tu mets 2 étages, tout s'écroule, ça c'est sûr. La base est solide. En béton, le clan est soudé. Les dangers du show business soigneusement évités. Est-ce que vous arrivez à conserver un contact familial? Comment vous y prenez ça? J'appelle ma mère tous les soirs. On se parle pas longtemps, mais on s'appelle tous les soirs. Puis j'ai deux des membres de ma famille qui travaillent avec moi en tournée. J'ai ma sœur qui est mon assistante. Puis je la vois pas comme une assistante, je la vois vraiment comme ma sœur, comme mon amie. Puis j'ai un de mes frères qui travaille en tournée avec nous. Alors j'aimerais ça pouvoir apporter mes 13 frères et sœurs en tournée avec moi, tu sais. Mais ils ont des enfants, ils ont des travails. Je peux pas toujours faire ce que je veux. Autour d'elle, sa famille, mais aussi René Angélil, son mari et manager. La biographe de Céline Dion, Elisabeth Reynaud. Il y a tout cette espèce de background autour d'elle, d'amour, de conviction, de volonté, de désir de réussite. C'est absolument énorme, énorme. Il y a vraiment les 13 frères et sœurs, plus la mère, plus René, plus le père. Enfin, c'est fabuleux. Elle n'aurait jamais fait cette carrière de folie si elle n'avait pas eu ce background extraordinaire autour d'elle. À la fin de l'année 1999, derrière les shows grandioses, le moteur s'essouffle. La voix est fatiguée,
Le corps est éreinté et le cœur, lui, appelle ailleurs. Aux larmes, citoyens, Céline Dion raccroche. La chanteuse québécoise prend 2 années sabbatiques, le temps de faire un bébé. Céline Dion était à Paris cet après-midi pour présenter son dernier album, qui va donc consoler ses fans. Il y avait du garde du corps au mètre carré à l'hôtel Bristol, où se tenait sa conférence de presse. L'hôtel accueillant également le chanteur Prince et la suite royale d'Abdallah de Jordanie. C'est vous dire. Le 31 décembre, ce sera le dernier concert à Montréal avec la troupe de Notre-Dame de Paris. Et après le 1er janvier, enfin, les vacances avec René. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, mais je vais prendre le temps de prendre le temps, justement, de me réveiller, de me lever du lit très doucement. Je pense que je vais, même si je m'ouvre les yeux, je pense que je vais rester quelques heures au lit à regarder défiler au plafond quelques images de ma vie et profiter de chaque instant, finalement. Vous savez qu'au 1er janvier, on emmène nos 2 familles. Il y a 250 personnes en tout qu'on emmène, qu'on a analysé un avion. Et on va passer les 5 premiers jours de l'an 2000 ensemble à Las Vegas. Donc 250 personnes, 225 de sa famille, 25 de la mienne. Et c'est vrai, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça la proportion. Je vais vous donner un petit scoop. Le 5, 5 c'est notre chiffre chanceux. Ça va faire 5 ans que René et moi, on est mariés déjà. Et le 5 janvier, René et moi, on se remarie à Las Vegas avec les amis, les copains. Ça fait 5 ans que je suis mariée à mon manager et qui est marié à sa chanteuse. Et bien là, ça va être la chanteuse qui se marie à son mari. Everywhere I go, all the places that I've been, every smile's a new horizon on a land I've never seen. There are people around the world, different faces, different names, but there's one true emotion that reminds me we're the same. Let's talk about love. Vous allez vraiment partir pendant 2 ans? Plus, peut-être? Peut-être plus, même. Pour pouvoir faire le vide, faire le plein, pour venir et raconter autre chose. J'ai comme l'impression de ne plus avoir rien à dire. Je sais pas, mais je pense que c'est important parce que le show business, c'est pas vraiment la réalité. On fait de la musique, on voyage le monde, on voit pas grand-chose. C'est une vie extraordinaire, mais c'est pas vraiment les vraies choses. J'ai vraiment besoin à ce moment-ci de ma vie d'être avec ma famille, mon mari, mes amis, les vraies valeurs, les vraies choses. Ça, c'est important. Il faut vraiment que je nourrisse mon âme. C'est très important pour moi maintenant. À l'âge de 31 ans, Céline Dion fait une pause. Après un dernier grand concert à Montréal, le 31 décembre 1999, elle s'éclipse. Il ne s'agit pas d'un caprice de diva, mais d'un besoin vital. Ça fait tellement longtemps que je fais ce métier-là, je pense qu'il est temps pour moi de prendre un break, mais mon mari a été malade et j'ai réalisé à quel point il avait besoin de moi et que moi j'avais besoin de lui aussi, j'avais besoin d'être là. J'avais besoin, les gens grandissent autour de moi, ils poussent, il y a des nouveaux-nés dans la famille, je les vois plus. Je suis pas avec ma famille, j'ai envie d'être avec eux. Je suis pratiquement toujours partie. Je passe à côté des choses très importantes. Je réalise qu'on peut pas tout avoir en même temps dans la vie. Je veux pas me retrouver toute seule, je veux pas attendre à 50 ans. Mon mari est quand même un petit peu plus vieux que moi. Je veux vivre avec lui, je veux en profiter. La trentaine, c'est un âge extraordinaire et je me sens forte plus que jamais, je me sens bien plus que jamais. J'ai fait une grande tournée, j'ai fait des shows. Le Stade de France, pour moi, ça a été un spectacle que j'oublierai jamais. Quelques mois plus tôt, René Angélil a subi une première opération pour un cancer situé au niveau de la gorge. Malgré le choc et l'envie soudaine de tout arrêter, René supplie Céline de ne pas annuler ses concerts. Elle a découvert le cancer dans la gorge de René parce qu'elle a vu qu'il avait une espèce de protubérance dans le cou. Et donc, on a décrit que oui, il avait un vrai cancer assez grave. Et à ce moment-là, on peut le dire, de ce jour-là, Céline a dit, maintenant, le boss, c'est moi. Et c'est ce qu'elle a fait. Depuis qu'elle a appris le cancer de René, qui devait être opéré tout de suite. C'était vraiment, il n'y avait pas de délai. Elle est devenue le boss. Mais elle avait tellement appris de lui, depuis, 15-20 ans, qu'elle était aux manettes. Céline Dion n'a de compte à rendre à personne.
Renée est malade, sa famille lui manque et elle est littéralement au bout du rouleau. Sa voix a été sollicitée au-delà du raisonnable. Céline, c'est d'instinct qu'elle est au bord de la cassure. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. La voix de Céline semble capable de défier les lois de la physique. Il faut cependant se rendre compte du travail en coulisses, des sacrifices et du prix vertigineux de cette perfection. Vous l'entretenez, cette voix? Énormément. Comment? Vous êtes prêts, là? J'ai commencé à prendre des cours de chant, j'avais 14 ans, avec une Française ici à Paris qui s'appelait Tosca Marmor, qui est décédée malheureusement. Depuis quelques années maintenant, j'ai un professeur et un médecin à New York qui me suit toujours. Je vocalise tous les jours. Pas longtemps, 15-20 minutes à peu près. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sors pas, I don't party. Je demande aux gens près de moi de ne pas fumer si c'est possible. Je ne bois ni chaud ni froid quand je chante. Là, ça c'est quand je chante. Je bois ni chaud ni froid. Je prends du bicarbonate de soude et du sel dans un demi-verre d'eau chaude et je gargarise 2 fois avant le spectacle et après le spectacle. Je prends un petit craquelin salé, le sel pour me donner de la salive, le craquelin pour enlever mes muqueuses. Dans chaque journée de congé, je ne parle pas. Je fais la mue totale. C'est-à-dire que je ne vais pas dire « Excusez-moi, je peux avoir... » Rien. Je fais la mue complètement. J'ai appris à éternuer, à rire, à tousser. Pour économiser la voix, pour oui. Le meilleur repos, c'est bien sûr de ne pas parler du tout. Et donc, ça, c'est un petit avant-goût là, de ce que je peux faire. Ouais. Et ça, c'est une discipline que faut vous imposer les jours de concert. Les jours de concert. Et comment vous y prenez pour vous exprimer? Vous écrivez sur des bouts de papier, comme ça, pour ne pas parler? Comme ça, comment vous faites? Oui, sur papier. Ouais. Je n'ai pas besoin de grand-chose, moi. Quand je suis en journée de repos, je suis tellement contente de ne pas pouvoir parler, parce que quand je parle, je suis interviewée 40 millions de fois par jour. Donc, quand je parle pas, je suis très heureuse. Est-ce qu'elle change, cette voix? Oui. Comment elle change? Ben, elle a changé beaucoup depuis le début de ma carrière. Je pense elle va changer encore beaucoup. Je sais pas si ça s'améliore ou quoi, mais elle est différente. Elle devient plus mature. Elle est plus... En ce moment, peut-être qu'elle est plus mature, plus à l'aise. J'ai maîtrisé peut-être une technique mieux. Peut-être qu'elle est un peu plus forte. Peut-être qu'elle se... Au niveau du volume, vous voulez dire? Elle porte davantage? J'ai l'impression d'avoir plus de la maîtriser mieux sur scène et voir plus de... Comment je pourrais dire ça? La contrôler davantage? Oui, peut-être un peu plus, oui. C'est avec la technique, probablement, avec le travail. C'est comme un athlète, hein? Un athlète qui s'entraîne pendant une année peut maîtriser jusqu'à un certain moment. Mais quand ça fait 15 ans que tu t'entraînes, peut-être que tu arrives à contrôler même un petit peu mieux, tu sais. Mais peut-être que j'ai encore énormément à apprendre. Peut-être qu'elle va devenir de moins en moins bien. Peut-être qu'elle va devenir de mieux en mieux. Ça, je sais pas. Je peux pas savoir pour l'avenir. Mais pour l'instant, ça va. Ah oui, ça va. Mais derrière la puissance et le travail, l'instrument est un diamant fragile. Ce retrait de la scène, pour une durée indéterminée, a un goût de déjà-vu. Car en réalité, l'alarme a déjà sonné une décennie auparavant, le jour où, en plein concert, la voix de Céline Dion s'est éteinte d'un coup. Si t'arrivais la même chose que Whitney Houston qui a un problème avec sa voix, comment tu réagirais? J'ai déjà eu un problème de voix. J'ai déjà eu un très grand problème de voix. Ça fait à peu près 4 ans. J'étais en tournée de spectacle et j'étais dans une petite ville au Québec qui s'appelle Sherbrooke. Et j'avais beaucoup, beaucoup mal à la gorge. Pas mal. J'avais pas de voix. J'avais pas mal nulle part. J'avais pas de voix. Et j'ai quand même été sur scène parce que la scène, c'est magique. Tu parles pas dans la journée, t'arrives pas à parler, à dire un mot. Et sur scène, le soir, t'arrives à chanter. Ça arrive. Et alors, j'ai quand même eu le courage d'aller sur scène. Et après la 2e ou 3e chanson, mon corps en tremblait pour faire une note. Alors, j'en souffrais beaucoup.
Et je me suis dit, je vais quand même pas donner un spectacle à moitié. Je fais pas les choses à moitié. Je suis sortie de scène au solo de guitare. Je me suis écroulée en larmes. J'avais honte. Puis ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je suis allée voir mon médecin vocal qui m'a dit que j'avais besoin d'être opérée parce que j'avais des nodules, des polypes sur les cordes vocales. Mais il me dit, avant de faire quoi que ce soit, je vais t'envoyer voir un spécialiste, le professeur de chant et le docteur de Pavarotti. Je suis allée à New York voir le Dr. Korovin, Dr. Riley, Dr. Gould. Et on m'a mis une caméra dans la gorge pour voir bien au fond, voir ce qui se passait pour vrai. Il me dit, t'as pas besoin d'être opéré. C'est pas des nodules, c'est uniquement que de l'inflammation sur les cordes vocales. Alors, thank God. Mais si tu veux chanter toute ta vie, si tu veux que je te soigne, faut que tu sois 3 semaines, à partir d'aujourd'hui, 3 semaines sans parler. Pas chuchoter, pas dire merci beaucoup, à bientôt. Non, pas pardon, pas merci, pas s'il vous plaît, rien. Je veux que t'écrives. Alors je suis partie en vacances. C'était les plus beaux jours de ma vie. C'était les vacances les plus intenses, les plus paisibles, les plus relaxantes. Tout à coup, je voyais le ciel, les vagues, le sable, les enfants, tout. Je voyais tout comme au slow motion. Tout était comme au ralenti, mais très doux. Personne ne venait me poser des questions, m'interviewer ou quoi que. C'était pour une fois, j'écoutais, au lieu que ce soit moi qui parle, au lieu que ce soit moi qui chante. J'écoutais chanter, j'écoutais parler. Se taire pour continuer à exister. Se taire pour réaliser un autre rêve, celui de la maternité. C'est l'autre combat de Céline Dion, alors que s'ouvre l'année 2000. Avoir un enfant qui ne vient pas. Elle a toujours été un livre ouvert. Alors naturellement, elle médiatise son recours à la fécondation in vitro. Pendant les mois qui suivent, en plus de soigner son mari René, Céline attend son fils. Quand René Charles naît en janvier 2001, elle n'est plus seulement une chanteuse. Elle est une mère victorieuse. Alors que tout le monde l'attend sur une tournée mondiale, en 2003, Céline Dion annonce son retour dans un lieu plutôt inattendu, Las Vegas. À l'époque, la ville est surnommée le cimetière des éléphants. Las Vegas, c'est la ville d'Elvis Presley, de Frank Sinatra. Elle fait office de pré-retraite aux artistes en fin de parcours. L'idée vient de René Angélil, bien sûr. René, qui quand même est loin d'être un imbécile, avait très bien compris que non seulement il lui fallait sa salle, donc il lui fait construire le Coliseum, qui est quand même la salle de Céline, pour elle, exactement 4000 places, et un appartement avec tout le confort pour que, tenons-nous bien, Madame Céline Dion saute de la scène directement dans la chambre de son bébé. René, ce businessman au nez creux, réalise son rêve d'adolescent, triompher dans la cité des casinos. Et pour Céline, c'est la solution parfaite. Connaître une vie la plus normale possible. Aller au boulot et rentrer le soir comme n'importe quelle mère de famille. Le Colosseum du César Palace, construit pour elle à prix d'or, devient son bureau. J'ai fait beaucoup de tournées, j'ai chanté beaucoup, ça a été merveilleux, j'ai voyagé le monde. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va être mon premier show. Céline Dion propose un spectacle inédit, baptisé A New Day. Il ne s'agit pas d'un simple concert, mais d'une comédie musicale avec des danseurs, des décors grandioses. Un show conçu par le metteur en scène du Cirque du Soleil, Franco Dragone. Ça va être dur, c'est du boulot, c'est 5 shows semaine, mais on sera à la maison pendant 3 ans. Je vais dormir dans le même lit pendant 3 ans. La chanteuse vit comme une athlète de haut niveau. Pour préserver ses cordes vocales dans le climat aride du Nevada, elle impose des jours de silence absolu, l'air est humidifié en permanence, elle suit des rituels de récupération dignes d'un champion olympique. C'est le prix de sa liberté et de sa stabilité. Elle a décidé qu'elle voulait être mère et elle a tout fait pour l'être.
Elle a décidé qu'elle aurait l'homme de sa vie. Elle a conquis l'homme de sa vie. Elle a décidé qu'elle serait la chanteuse mondiale. Elle est la chanteuse mondiale de langue française, en tout cas en particulier, parce qu'elle chante aussi en anglais, bien sûr, tout le temps. Et il faut savoir quand même une petite anecdote que je crois très pertinente et importante. Quand elle chantait sur la scène de Las Vegas et qu'elle savait que pendant ce temps-là, René souffrait à l'hôpital, sur son lit d'hôpital, il lui est arrivé de sortir de scène, de se précipiter à l'hôpital, donc de quitter les strass, les applaudissements, les cris de bonheur d'une foule pour se retrouver dans la chambre d'hôpital toute seule avec René, en disant ensuite, quand on lui posait des questions, « Je me bats pour notre cancer ». Et elle passait la nuit à l'hôpital avec René. La réussite de cette résidence à Las Vegas est sans précédent. Céline Dion devait y rester 3 ans. Elle ajoute 2 années de plus. Entre 2003 et 2007, elle assure 717 concerts. Il y a eu des soirs où on n'avait pas envie de le faire, bien sûr, mais il faut dire que la magie de la scène et la magie du show business en général, chaque fois que ça commence, il y a un nouveau public tous les soirs. Alors les gens qui nous donnent chaque soir, en retour, quelque chose de peut-être un peu différent. Donc automatiquement, il y a quelque chose qui se passe, il y a la magie. La terre entière vient la voir. Cette série de shows est encore aujourd'hui l'une des plus lucratives de l'histoire de Las Vegas. Et le spectacle de Céline Dion est considéré comme celui qui a changé la ville du péché. En 5 ans, on a vécu des choses extraordinaires et nous sommes devenus une famille. L'équipe était immense. Alors de se représenter tous les soirs, d'être sur scène tous les soirs, avec plus de 60 danseurs, une équipe de techniciens et de musiciens extraordinaires. Alors ça va me manquer, c'est sûr. En 2007, le rideau tombe sur le show A New Day. Quand je me réveille, je loue le jour, la vie toujours, toutes ces merveilles. Je prie les roses, je prie les bois, les vertueuses, n'importe quoi. Je prie l'hiver quand il s'en va, l'été, les citrouilles, la mer et le soleil et ses éclats. Et je suis sincère, je prie pour tout ça. Mais toi le ciel, tu n'entends pas. Mais toi le ciel, est-ce que t'es là? Le pari est gagné. Céline Dion a prouvé qu'elle pouvait être une mère présente, une épouse aimante et la plus grande star de la planète. Quand on se bat contre le cancer de son homme, quand on se bat pour avoir des enfants parce qu'on ne peut pas en avoir jusque-là, quand on se bat pour être une immense chanteuse, mais ça veut dire que tout ça, c'est nos combats à nous. Nous aussi, on se bat pour plein de choses comme ça, même si on va pas tous devenir une star internationale. Mais peu importe, on a des projets, on a des envies. Donc elle nous communique tout, elle nous offre tout. Elle est notre famille, nous sommes sa famille. Elle est quasiment mariée avec nous. On est un couple, le public et elle. Donc, elle nous offre tout, elle nous dit tout, même quand elle a des crampes et qu'elle se tord de douleur et qu'elle est même carrément devenue affreusement laide, tellement elle se bat contre cette douleur terrible. Même ça, elle nous le donne. Elle dit, vous allez voir, moi aussi je souffre comme vous. Vous allez voir, moi aussi je suis pas tout le temps à la Fashion Week habillée en Chanel, en Dior ou en Hermès. Moi aussi, par moment, je suis la femme qui se tord de douleur sur un lit. Voilà. Le destin finit par imposer un silence plus cruel que les rituels de Las Vegas. Céline Dion va devoir encore se taire pour mieux chanter, s'arrêter pour mieux revenir. Retrouvez tous les épisodes des podcasts Destins extraordinaires consacrés à Céline Dion sur toutes vos plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1. Destins extraordinaires, Céline Dion, raconté par Omblin Roche. Épisode 4. Paris, mon amour. 8 mars 2020.
Céline Dion triomphe sur la scène américaine de Newark dans le New Jersey, à seulement quelques kilomètres de New York. Elle ne se doute pas, ce soir-là, que ce sera la dernière date de sa tournée mondiale. Le Covid frappe et le monde entier s'arrête. Tous les artistes reportent leurs concerts en attendant la fin de la pandémie. Sauf Céline, qui ne reviendra finalement pas. Tout à coup, le silence. Un silence assourdissant pour celle qui a toujours été un livre ouvert. On annonce des dates en 2021, nouveau report en 2022, puis en 2023. On annonce une nouvelle résidence à Las Vegas, la billetterie s'affole, puis plus rien. Tous les shows sont purement et simplement annulés. Ce ne sera pas pour cette fois, toujours pas. Les fans de Céline Dion sont à nouveau déçus depuis hier. La star québécoise a annoncé un nouveau report de sa tournée européenne, déjà décalée à cause du Covid. Cette fois-ci, ce sont des problèmes de santé qui contraignent la chanteuse au repos. Le 8 décembre 2022, l'information tombe. Céline Dion souffre d'une terrible maladie. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome, qui atteint environ 1 personne sur 1 million. Ça m'attriste énormément de devoir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février. Je n'ai pas d'autre choix que de me concentrer sur ma santé. Et j'ai bon espoir d'être sur la bonne voie. Le monde est sous le choc. À l'image, on voit Céline Dion, les traits tirés, les yeux brillants, les cheveux coiffés en arrière, habillée tout en noir. Pour la première fois de sa vie, elle semble vulnérable. La biographe de la chanteuse, Elisabeth Reynaud. Elle a toujours été dans cette veine de confidence, très intime, dans cette veine de cœur ouvert. Je suis le cœur ouvert. Vous savez tout de moi, de ma vie, de mes joies, de mes désespoirs, de mes souffrances. Elle est aussi une femme qui peut trébucher. Voilà, et elle a trébuché à la mort de René, elle a trébuché à la mort de sa mère. Ensuite, les 2 piliers, je dis toujours, de son existence, sur qui elle s'appuyait pour être ce qu'elle est, parce que ce qu'elle est, c'est pas rien. Je suis une super-héroïne et je suis aussi, comme vous, quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui souffre aussi par moments, terriblement. Le syndrome de la personne raide, cette pathologie neurologique rare et cruelle, transforme le corps de Céline Dion en cage. Oh, you will love again, again, love again. You will love again, again, love again. Personne ne peut dire quand elle réapparaîtra en public, ni quand elle remontera sur scène. À peine l'aperçoit-on au cinéma, dans la comédie romantique Love Again au printemps 2023, film dans lequel elle tient son propre rôle. Elle chante sur la bande originale. C'est la seule chanson qu'elle a enregistrée alors que sa maladie était déjà diagnostiquée. 1 an plus tard, c'est un autre film qui à la fois bouleverse ses fans et répond à leurs questions. Le documentaire choc « Je suis Céline Dion » s'affranchit de tout artifice pour livrer une vérité nue, brute et glaçante. On y découvre l'envers du décor, la lutte acharnée de la chanteuse contre les spasmes et les douleurs qui contorsionnent son corps. C'est pas dur de faire un spectacle. C'est dur d'annuler un spectacle. Je travaille dur chaque jour. Mais je dois admettre que c'est très difficile. Ça me manque tellement. Les gens, ils me manquent. Si je ne peux pas courir, je marcherai. Si je ne peux pas marcher, je ramperai. Mais je n'arrêterai pas. Deep within each heart, there lies a magic spark that lights the fire of our imagination. And since the dawn of man, the strength of just I can has brought together people of all nations. There's nothing ordinary in the living of each day.
There's a special part every one of us will play. Feel the flame forever burn, teaching lessons we must learn to bring us closer to the power of the dream. 26 juillet 2024, peu avant minuit. À côté d'un piano à queue encore perlé des gouttes d'une pluie qui vient à peine de cesser, Céline Dion apparaît au premier étage de la Tour Eiffel. 28 ans après les Jeux d'Atlanta, au moment où la vasque olympique s'élève au-dessus des toits de la capitale, Céline signe un final grandiose de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Sa venue a été préparée dans le plus grand des secrets. 2 mois plus tôt, les équipes de la Maison Dior s'étaient mises à pied d'œuvre pour lui confectionner la plus somptueuse des robes, ornée de milliers de perles. Chanter au premier étage de la Tour Eiffel pour des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde à l'inauguration des Jeux Olympiques de Paris en 2024 en choisissant l'hymne à l'amour de Édith Piaf que personne ne peut se permettre d'interpréter vraiment comme elle l'a fait elle. C'était magnifique. Elle a fait pleurer le monde entier. Attention, elle était dans cette robe Dior absolument sublimissime. Elle a tout donné. Elle a tout donné, comme d'habitude, sur un titre. Cette performance va marquer non seulement l'histoire des Jeux, mais également l'histoire de la musique. Pose comme le monde entier, comme des millions d'Américains, de Chinois, d'Européens, de Moyen-Orientaux, c'est extraordinaire. C'est la plus grande chanteuse, peut-être de tous les temps, vu l'écho qu'elle a, en tout cas de notre civilisation, de notre ère maintenant. Moi je trouve ça fabuleux et cet engouement-là est beau et ça met du baume au cœur de l'humanité. Qui dans le monde peut s'approprier la Tour Eiffel le temps d'une soirée, à part Céline ? Céline Dion tient sa revanche sur le mal qui la ronge. Vous savez, je crois que Céline, elle a la virtuosité. Elle n'a pas que le don comme ça qu'elle travaille. Elle a ce qu'elle possède en elle. Et c'est de la virtuosité aussi. Tout le temps, elle a dû faire attention à sa voix, ne jamais prendre froid, ne jamais être dans les courants d'air, ne jamais trop parler. Là, ça ressemble vraiment à une grande sportive au niveau olympique. Elle envoie un message au monde entier. Et évidemment, c'est ton souvenir de René qui lui avait dit quand il a eu sa première crise cardiaque très grave et qu'elle a cru qu'elle allait le perdre. Il lui a dit: tu sais, si je meurs, tu continues. Parce que si tu arrêtes, c'est comme si je mourais une seconde fois. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux Français ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux Français? J'ai envie de dire aux Français qu'il est à peu près temps que je vienne chanter pour vous parce que je pouvais plus attendre. Puis j'espère qu'ils vont tomber en amour avec moi parce que je suis vraiment prête à tomber amoureuse de vous. Et j'espère que le show va leur plaire. Puis je pense que j'ai été bien patiente parce que j'ai commencé à venir vous voir à 14 ans, j'ai 26 ans. Alors, vaut mieux tard que jamais. Mais je t'avoue que j'ai vraiment hâte. Cette impatience de monter sur scène, ce plaisir de chanter en France, Céline Dion les porte en elle depuis toujours. Un lien tout particulier s'est tissé entre la France et la chanteuse depuis son premier voyage à Paris.
quand elle était adolescente, et lorsqu'elle s'est produite à l'Olympia en septembre 1994 pendant sa tournée mondiale pour défendre son album The Color of My Love. C'est sûr que c'est toujours impressionnant pour tout le monde parce que Paris, c'est la plus belle ville du monde. Puis je me rappelle la première fois que je suis venue ici, j'avais 14 ans. Et j'étais très impressionnée par les embouteillages, les voitures, tout le monde klaxonnait, mais surtout par la beauté du pays, la beauté de la ville, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, bien sûr, et la Tour Eiffel, évidemment. Cette ferveur est restée intacte quand sonne l'heure de la Renaissance. Le 30 mars 2026, le jour de ses 58 ans, l'annonce tombe enfin. Céline retrouve la scène. Europe 1. Le journal de 7h avec Pierre Vesque. Bonjour Pierre. Bonjour Dimitri. Avant de développer ces titres, cette annonce, celle de Céline Dion depuis la Tour Eiffel comme un symbole. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Ces dernières années, il n'y a pas eu une journée où je n'ai pas senti vos prières, votre support et bien sûr, votre amour. Même dans les moments les plus difficiles, vous étiez là. Vous m'avez aidé d'une façon inexplicable et je me sens vraiment chanceuse de pouvoir compter sur votre support. Vous me manquez beaucoup. Eh bien, tout cela me ramène à mon anniversaire. Alors cette année, je vais recevoir le meilleur cadeau de toute ma vie. Je vais avoir la chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous à Paris à partir de cet automne au mois de septembre. Je suis tellement contente. Je me sens bien, forte, super excitée, évidemment aussi un peu nerveuse, bien sûr, mais surtout, je suis tellement reconnaissante envers vous tous. J'ai vraiment trop hâte de vous revoir. La star québécoise en tournée et seulement à Paris. Laura Legault était au pied de la Dame de Fer avec certains des plus grands fans de la chanteuse. Des lumières blanches et roses sont projetées sur la Tour Eiffel au rythme des musiques phares de Céline Dion. J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Et ces mots s'affichent « Paris, je suis prête ». Une nouvelle qui ravit les fans venus en nombre sur le parvis du Trocadéro comme Pauline. On est super heureux de revoir Céline à Paris. Pour moi, ça va être une première fois. Ça fait depuis toute petite que je l'écoute. Et enfin, je vais pouvoir réaliser mon rêve. Et en plus, on sait qu'elle se relève d'une grosse épreuve. Donc il y a une magie encore plus grande. Et on a hâte de pouvoir voir tout ça. Et puis elle est un symbole de la musique et même pour les femmes de réussite. Elle a, à travers sa voix, elle a uni énormément de personnes. Et pour moi, voilà, quand on parle de Céline Dion, j'ai l'impression de retourner dans mon enfance. Parce qu'encore aujourd'hui, elle transmet beaucoup avec sa musique. Paris est sa ville de cœur. Bonsoir Paris. Elle prépare ce retour depuis des années. Céline Dion ne cherche plus la démonstration de puissance absolue, mais l'émotion pure. Ce retour, c'est son carburant. Elle écrit un nouveau chapitre où elle n'est plus la créature façonnée par les autres, mais une femme, maîtresse de son destin et de sa douleur. Paris, c'est son grand amour. D'abord, elle a toujours été au Fashion Week parce qu'elle est folle, mais folle dans le sens strict du terme, elle est folle de mode. Et elle sait bien porter la mode, ce qui n'est pas évident pour une petite fille à l'origine qui vient d'un petit village perdu au fin fond du Québec. Donc ça, déjà, c'est Paris. Paris, c'est la haute couture. Bon. Et puis, Paris, c'est la ville de l'amour, dit-on. C'est la ville des amoureux, c'est la ville des vieux monuments, c'est la ville du vieux Paris, du Montmartre, de Montparnasse. Enfin bon, elle a une passion pour Paris, vraiment. Il y a un endroit, je te dis pas juste en France, en Europe, c'est mon endroit préféré pour manger dans le monde entier. C'est pas compliqué. C'est Place Clichy. Et c'est un restaurant qui s'appelle Chez Roger. Et qu'est-ce qu'on mange? Le meilleur couscous du monde. C'est pas marocain, c'est algérien. C'est beau, c'est pur, c'est extraordinaire. Ça, là, il n'y a rien qui arrive à la cheville de ça. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est mon endroit préféré. Puis évidemment, le magasinage, on dit shopping. Ici, nous autres, on dit je vais aller magasiner. Les Galeries Lafayette, on voit un peu de tout. Ça, c'est super le fun. Ça, je fais ma fraîche. On dit ça ici quand je vais me promener sur
sur Saint-Honoré, puis je fais ma fraîche. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Non. Quand je dis, ben là, je vais faire ma fraîche aujourd'hui. Ça veut dire marcher un peu le nez dans les airs, me prendre un peu pour une autre. Là, je vais faire ma fraîche aujourd'hui parce que c'est extraordinaire. L'attachement de Céline Dion pour la France était également celui de René Angélil. En tombant amoureuse de Paris, Céline a épousé la passion de son mentor et mari. C'est ici, sur les bords de Seine, qu'ils ont bâti une partie de sa légende et ensemble, ils ont fait de la capitale leur seconde maison. Après Las Vegas, c'est donc Paris qui verra renaître Céline Dion. À l'automne 2026, la Ville Lumière deviendra le théâtre de sa nouvelle résidence et c'est là qu'elle va renouer avec l'une de ses raisons de vivre, chanter devant son public. L'occasion pour elle de partager pour la première fois depuis des années ce premier single inédit, Dansons, écrit par son complice de toujours, Jean-Jacques Goldman. Dansons pour être et rester droit à ce qu'on se le doit, pour tous les immobiles, tous les sans voix ni loi, parce que c'est inutile, parce que toi et moi, nos visages, nos bras, malgré tout, puisqu'on ne peut danser que debout. Comment tu conçois justement la scène, toi qui en as fait toute jeune? Mais c'est la seule façon de recevoir pour moi. Quand je suis en studio, je donne. Quand je suis à la télé, je donne. Quand je suis à la radio, je donne. Quand... J'ai toujours eu l'impression en France que, bon, mon disque marche, je vends des disques, je donne encore. Mais la seule façon de recevoir, à mon avis, c'est d'être sur scène et automatiquement, quand tu donnes, tu reçois. À l'instant même. Et c'est pour ça que je trouve que la scène, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est le plus beau cadeau du show business. Parce que moi, je me sens forte quand je suis sur scène, je me sens moi-même. Il n'y a pas personne qui a le courage de venir sur scène me dire quoi faire. Je peux faire tout ce que je veux, je peux vraiment me faire plaisir. Et les gens sont là avec moi, qui m'écoutent et qui partagent avec moi. Même à l'autre bout de la terre, je continue mon histoire avec vous. Non, jamais, vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Non, jamais, vous savez tant que moi de ma vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous. Et tu rêves de quoi maintenant? Je rêve de conquérir le plus de cœurs possible, que les gens m'aiment, de partager mes rêves, partager ma musique, que ce soit en anglais, que ce soit en français, en japonais, en espagnol, en italien. J'espère de chanter en plein de langues, de faire du cinéma, d'avoir des enfants, me marier. Il y en a plein, là. J'en ai plein de rêves. Céline Dion a pris du temps pour elle, pour se soigner, pour s'occuper des siens. Elle a surtout pris conscience de la place immense qu'elle occupe dans le cœur de millions de personnes. Dans quelques mois, à Paris, le monde entier viendra saluer, non pas une performance, mais une résurrection. Car au fond, Céline ne nous a jamais quittés. En silence, elle apprenait simplement, à nouveau, à chanter. Destins extraordinaires, Céline Dion. Incarnation et écriture, Ombline Roche. Réalisation et direction artistique, Sébastien Guidis et Julien Tarot. Production et diffusion, Clara Léger. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Jamal Lassiri. Retrouvez tous les épisodes des podcasts Destins extraordinaires consacrés à Céline Dion sur toutes vos plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.